Je voudrais s'il vous plaît faire silence parce qu'on n'a pas de micro, donc on doit parler déjà fort. Donc s'il vous plaît, soyez un petit peu silencieux parce qu'on a besoin d'écouter attentivement ce qui s'est fait là pendant ce week-end. On a donc 10 équipes qui ont travaillé sur différents thèmes et qui vont vous présenter maintenant leurs travaux. Donc c'était très intéressant en fait de voir comment la dynamique évoluait en fonction des personnes présentes. Voilà. Parce que typiquement le premier vendredi on était peu et on avait comme appui, comme personne ressource, un policier de proximité qui était là et c'était justement très très intéressant déjà d'avoir un avis que moi je ne connaissais pas justement sur ces places de la Riponne et du tunnel. Et donc au fur et à mesure de notre atelier, il y a des personnes qui sont arrivées, il y a un groupe d'étudiants qui travaillent sur la question de la démarche participative qui se sont joints à nous, ce qui posait aussi la question de savoir qui intervenait en tant, pour ma part par exemple, historien de l'architecture ou en tant que citoyen, c'était toujours variable et ça a été très très intéressant par rapport à la question de l'évolution du travail. Alors après, on essaie de trouver une stratégie pour un petit peu réunir la matière qu'on avait mis sur la table, si on peut dire ça comme ça, et on est passé justement de la métaphore à la réalité. Donc on a mis sur la table ici tout ce qui était passé par la tête. Comme ça, travailler entre histoire et actualité. Une chose qui nous a beaucoup intéressé, c'est la question de la démarche participative en elle-même, parce que le thème de l'atelier, c'était la politique des formes. Donc moi, j'ai mené 3 visites guidées, vendredi, samedi, dimanche, autour de ce sujet, qui montrent comment effectivement, l'espace public, l'urbanisme, c'est de la politique pétrifiée, donc c'est toujours la mise en forme de décisions qui ont été prises au niveau politique à un moment ou à un autre. Et donc là aussi, il y a tout un carnet avec des réflexions sur cette question de la démarche participative. Alors il y a eu toutes sortes d'idées qui sont sorties. Est-ce qu'on diminue les salaires des municipaux et des municipales qui ne respectent pas la parole donnée quand on a promis de tenir compte justement d'ateliers comme celui-ci et qu'au bout du compte, on a le sentiment que rien n'a été fait du travail, des heures qui ont été mises, encore une fois, sur la table. Donc voilà, le point de vue de Ville en Tête, c'est que justement, le point de vue des enfants doit être sujet à une sensibilisation plus approfondie et c'est la raison pour laquelle en fait on a beaucoup travaillé en fait avec le jeune public avant ce week-end-là et justement notamment donc avec des jeunes qu'on a justement sensibilisés dans le cadre de balades exploratoires qu'on a faites sur les sites de la place de la Riponne et du tunnel et puis également dans le cadre d'ateliers qu'on a fait au collège de la Barre avec 5 classes. Et puis voilà, donc on a eu ce gros travail en fait en amont, qui est justement la raison pour laquelle on a cet énorme mur en fait qui continue juste droit derrière. Et voilà, donc juste pour un ordre de grandeur, le nombre d'enfants et de jeunes qu'on a du coup sensibilisés dans le cadre de cette démarche est d'environ 130 jeunes enfants ou adolescents. Ensuite, si on fait le lien entre ces escaliers et puis la place de la Riponne, la place de la Riponne, c'est un grand vide finalement. Un vide mais spacieux et qui peut accueillir beaucoup de choses. Donc avec les plus grands, les adolescents, on a beaucoup parlé finalement de manifestation. Qu'est-ce que c'est finalement cet espace? C'est un espace civique qui permet d'accueillir beaucoup de gens, notamment donc ces jeunes nous ont beaucoup parlé de la manifestation pour le climat. Pour les plus petits, c'est un espace vide mais qui aussi a du potentiel et c'est important qu'il soit vide. Et donc ils n'emploient pas ce mot mais ils parlent beaucoup de la flexibilité de cet espace. Donc ils représentent beaucoup les marchés qui sont accueillis sur la place de la Riponne. Donc ils comprennent vraiment cet espace vide comme un potentiel aussi d'activation de l'espace public.
Donc on a collaboré entre l'association, la radio éphémère, le relais URDS essentiellement, pour faire un petit peu, aller prendre un petit peu des informations du côté de ceux qui utilisent énormément la Ripon, soit les personnes usagères de produits stupéfiants. Donc on a été dans le but de faire une émission radio, qui sera disponible sur notre site, hein, elle est bientôt terminée. Et puis en attendant, on vous a fait un petit teaser de nos, quelques images en fait de notre préparation, de nos réflexions et puis de nos interviews à l'extérieur. Ouais, dérive urbaine. Dérive urbaine, ce qu'on a fait, on a fait ce qu'on appelle la cartographie participative. On est allé se promener en fait sur l'espace de la place de la Riponne, place du tunnel, et essayer de capter en fait l'avis des utilisateurs, des habitants, des passants, leur avis, leur ressenti, et des choses aussi un peu immatérielles parfois, des anecdotes. Sur la place de la Riponne et du tunnel, la connexion entre elles, et aussi c'est le placement de la Riponne tunnel dans leur psychologie urbaine, de se dire voilà, si on l'insère dans son parcours quotidien ou autre, si c'est à l'échelle de la ville, si on la vit plus, ça dépend de l'échelle dans laquelle on la vit. Et du coup ça ressort pas mal quand même la question de la mobilité et la question de métro, toilettes, c'est presque drôle, mais voilà. Vas-y, continue. L'idée de ce workshop, c'était de prendre un pas, de prendre un peu de distance avec ce qui constitue l'image et la représentation d'un quartier et d'un espace. Donc c'était de manière un peu philosophique, sauvage, ou bien juste de faire un gros brainstorming sur qu'est-ce qui compose en fait l'image d'un lieu. Donc plutôt que de vous résumer les contenus des 3 axes, je vais vous le dire, et puis ensuite chacun et chacune pourront revenir pour regarder un peu quel était le résultat des choses. L'idée, c'était de se demander d'abord qu'est-ce qui rentre en jeu quand on pense à un quartier, quand on a des évocations, des images qui nous viennent, des associations. Ça peut être des vécus, des choses qui ont été véhiculées dans les médias, ça peut être des choses qui sont liées aux réseaux sociaux, aux bouche à oreille, mais ça peut être bien sûr lié à des événements, à l'histoire, à ce qui se trouve dans des archives. Ça peut être lié aussi au relief, à la géographie, aux souvenirs, aux vécus, aux différents affects, etc. Comment on y vit. On a déjà une image avant même d'entrer pour la première fois dans un lieu. Quand on y habite, il y a des choses qui disparaissent et des choses qui apparaissent de manière beaucoup plus forte. À l'inverse, quand on vient que pour une certaine chose dans un endroit ou dans un lieu, il y a des choses qui sont invisibles et qui restent invisibles, tandis que d'autres nous marquent beaucoup plus. Donc ça, c'était le premier acte. Le premier acte qui est en particulier ici, avec le deuxième, où on a fait une carte, on a essayé de superposer avec des calques. Le deuxième, c'est la perception actuelle et les représentations et associations vraiment du quartier Tunnel Riponne. Donc pris comme un quartier, pas seulement tunnel ou Riponne, on a essayé de prendre le défi de cet espace pris en une fois. Alors bien sûr, coupé entre les deux, etc. Donc le deuxième acte, c'était un peu ça, avec cette carte. Et s'il y a une chose qui ressortait, c'était vraiment la confusion en fait des images et des perceptions, le fait qu'il n'y ait pas du tout quelque chose d'unifié et qu'on arrive finalement à dépasser, et ça c'était assez réjouissant, on arrive finalement à dépasser, même si c'est très présent, hein, vous verrez dans les comptes rendus, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, l'image du verre à moitié vide, où on a l'impression quand même qu'il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de ressentis négatifs, beaucoup de choses assez compliquées et conflictuelles qui sont liées au quartier. Donc ça c'est ici, et puis le dernier acte, on a eu un peu moins de temps parce que c'était assez dense la journée d'aujourd'hui, qui était vraiment réimaginer, essayer de donner en fait des directives ou des axes. Si on pouvait claquer des doigts et changer l'image du quartier Tunnel Riponne dans l'esprit des gens,
pas se concentrer sur des idées de projet ou de production, mais vraiment ce qu'on pourrait faire au niveau même de l'image et de la perception, et aussi de ne pas concevoir cette image simplement comme du rebranding avec un logo, comme ça s'est fait peut-être au Flon, parce que même si ça donne une certaine unité, ça permet sûrement de donner une image nouvelle, etc., ça donne aussi des axes commerciaux, ou en tout cas ça serait une idée du changement d'image qu'on ne voulait pas, où on voyait aussi beaucoup d'aspects négatifs et d'inconvénients. Donc c'était un peu dépasser cette image cette conception de l'image, et puis réinventer la perception du quartier selon d'autres axes. Et puis dans un deuxième temps, on a essayé de rendre les hôtes attentifs en mettant en place des dispositifs, des objets qui aident à mieux percevoir. Donc on a pu travailler sur la vue, sur le toucher avec les textures et sur le son. Mais je vais laisser les autres participants aussi peut-être en 30 secondes expliquer à chaque fois un objet. Ils sont là. Donc expliquez un peu la map celle-là et votre map ici, et on peut expliquer un peu comment vous avez parcouru et travaillé tout cet espace. Donc en fait, d'abord pour ces vidéos de transition, ce qu'on a remarqué, il y a beaucoup de fois, il y avait des discussions que les petits commerces, les petits cafés, il faut les sortir dans l'espace public. Et c'est pour ça qu'on a voulu expérimenter on a rentré dans une 50aine d'endroits, des petits magasins, et on a essayé de parler avec les gens et demander si on peut filmer ce bout de passage qui était très très contrasté au niveau de son, mais aussi au niveau des odeurs. Du coup, on a sorti sur une map ici, on a essayé de mettre les odeurs qu'on imagine qui sont maintenant cachées, qui peuvent revenir sur la place de Ripon et la place de Tunnel. Et voilà, aussi ces endroits cachés. Et derrière, ici, vous avez un petit questionnaire qu'il faut remplir. Pour l'instant, c'est que le début, en fait. Comment vous ressentez la place? C'est lié à les 5 sens que vous avez. Donc odorat, toucher, tout ça. Et vous pouvez mettre aussi le 6e sens, on a laissé libre, que volontiers vous pouvez écrire ce que vous ressentez vers ces espaces. J'explique pour le... Et ce mur-là, c'est les textures et les patterns qu'on retrouve de la place. C'est lié au toucher, au ressentiment. Comme vous le savez bien, il y a beaucoup de béton, il y a beaucoup de pierres. Vous pouvez voir les matériaux. Il y a des réflexions dans l'eau qui sont aussi drôles à trouver et à s'amuser. Et les derniers, c'est le frottage qu'on a fait où on a essayé de frotter des sols et de voir les petites textures que ça donne. Décalcage des sols. Décalcage des sols, voilà. De les optimiser et de créer des boucles. Voilà en 2 mots. Ensuite de ça, on a beaucoup parlé avec des commerçants, et puis on a retranscrit assez fidèlement par rapport aux couleurs, connaissances, qualité, idées, questions, et bien sûr émotions. Et là, on a vraiment retranscrit sans filtre. On n'a pas cherché à juger ou à donner notre avis. C'est vraiment une retranscription. Et peut-être que tu peux en dire 2 mots, en tout cas de la partie... Je vais juste vous faire un petit résumé d'un workshop court qu'on a eu avec le Palais Rumine, donc avec les 4 musées, la BCU, la bibliothèque du Palais Rumine. Donc c'était vendredi après-midi sur le thème Palais public, espace des savoirs. Et donc la question c'était de réfléchir à la relation entre le Palais Rumine et l'espace public de la Riponne. Donc on a juste, il y a une quinzaine de personnes qui sont des représentants du musée et de la bibliothèque qui étaient présents.
Et en gros, on voit qu'il y a une idée très claire que le palais est un espace public et qu'il est en train de se réinventer aussi au niveau de ses usages. On sait qu'il est d'abord une voie de circulation, puisque beaucoup de personnes utilisent les escaliers pour aller jusqu'à la cité, depuis la place Rippon, qu'ils ont un flux énorme de visiteurs qui en fait qui passent par le palais. Donc cette rue principale, qui distribue dans des cul-de-sac qui sont en fait tous les musées. Donc ils essaient de réimaginer comment utiliser ce flux de personnes pour pouvoir aussi présenter leur collection d'une manière qui interpelle le passant. Donc déjà d'une part, le public à l'intérieur du palais, c'est clair pour eux. Après, ils ont aussi, dans ces activités-là, ils se réinventent aussi un peu, la bibliothèque fait un peu du coworking avant l'heure, et aussi l'espace central, puisqu'il y a énormément de gens qui viennent là-bas pour l'internet et juste pour travailler. Donc ça aussi, c'est toutes des nouvelles fonctions qui nécessiteraient une sorte de réaménagement. Donc en fait, ils étaient assez incroyablement ouverts à l'idée même de réaménager d'une part l'intérieur, mais même éventuellement des parties extérieures, tout en préservant bien sûr la qualité du bâtiment qu'ils reconnaissent tous et que tout le monde veut préserver. Donc là, il y avait quelque chose d'intéressant. Par contre, et donc il y a aussi ce projet que le Palais Rumine essaie de lancer. Donc c'est les musées ensemble avec la BCU. Ils identifient le bord du lac comme pôle de loisirs et de détente, la gare comme pôle artistique et avec la plateforme 10, et le périmètre Rippon Tunnel comme pôle des savoirs et d'histoire. Donc comment amener ça dans l'espace public aussi, ça c'est une question qui se pose. Ils se projettent encore assez peu dans l'espace de la Rippon pour beaucoup de raisons, dont des raisons administratives. C'est extrêmement difficile pour eux de faire des événements dans l'espace public. Ils sont en fait une institution d'État et l'espace appartient à la ville de Lausanne, donc la Rippon. Et donc apparemment c'est très compliqué de faire des choses dans ce cadre-là. Donc il y a une vraie question là sur la coordination entre les acteurs pour pouvoir animer aussi l'espace public qui se pose. Et finalement, je pense que ça c'est à peu près les points principaux. Donc ils ont une idée qui a émergé, qui était une idée un peu singulière, mais qui était une idée assez forte, qui leur a beaucoup plu, qui est aussi sortie dans d'autres discussions avec d'autres acteurs. C'était que ils se disent que tiens, la bibliothèque pourrait sortir de Rumine, aller en face, là où il y a le parking, créer un nouveau petit bâtiment qui soit une sorte de médiathèque moderne qui réponde à leurs besoins. Du coup, ça libérerait des espaces qui devraient être restructurés dans le Palais Rumine, justement pour valoriser toute cette fonction publique aussi du palais. Donc ça, c'est une sorte d'idée forte un petit peu qui était sortie de ce brainstorming. Nous, effectivement, on était le Feedback Crew, donc le seul groupe avec une appellation anglaise. On était en fait effectivement un groupe très divers dans les personnes qui le constituaient. J'étais effectivement pas tout seul. Il y a Annie qui était là, il y a aussi plusieurs personnes qui étaient avec nous, qui sont juste ici. Je ne sais pas si vous voulez lever la main pour vous montrer, les personnes qui sont en train de filmer, en tout cas, ou prendre du son. En tout cas, l'idée, effectivement, c'était de partager cet espace qui est ici, de créer un lieu d'exposition instantané et interactif. Alors, l'initiative était tout à fait originale pour ma part, et je pense que pour la part de toutes les personnes qui étaient dans le groupe, c'est la première fois qu'on se place dans ce type de situation où on doit essayer de récolter toute la matière qui est produite sur un temps très limité, qui est celle d'un workshop de 3 jours. Donc, on n'avait pas forcément de méthodologie qui était totalement définie à l'avance, on a un peu improvisé. Et puis ça, c'est finalement le résultat des échanges qu'on a pu avoir entre nous. On a eu beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues ici, avec vous, à l'extérieur. Et je pense que tout ce qui peut apparaître sur ces murs bleus ne sont pas forcément la traduction exacte de tout ce qu'on s'est dit, notamment du point de vue du contenu. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses dans nos cahiers, dans nos têtes et ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est un ensemble de mots-clés, de questions, de phrases qui nous semblaient importantes à faire apparaître. Alors effectivement, cette idée de lieu d'exposition instantanée et temporaire, c'était donc d'une part d'aller collecter l'information dans chacun des groupes, pour vous déranger de temps en temps, aller voir les groupes, leur poser la question qu'est-ce que vous êtes en train de faire, qui vous voyez, qu'est-ce qu'ils vous racontent, comment
quel est le type d'activité que vous mettez en place. Et en fait, le premier retour qu'on peut vous faire, c'est que effectivement, il y a énormément d'idées qui sont ressorties. Et puis, je pense que la preuve en est, c'est globalement, c'est tous les murs de l'espace, du bâtiment qui sont remplis d'informations collectées. Nous, on a fait ce petit travail de brainstorming et de synthèse pour faire apparaître quelques éléments clés et importants qui nous semblaient importants à mettre en évidence. Alors, finalement, lors de nos dernières discussions, nos derniers échanges, il nous a semblé un peu de façon instantanée, dans l'improvisation, de se dire peut-être que les 4 mots-clés ou les 4 éléments, les 4 principes à mettre en valeur, quand on parle de principes, c'est peut-être des idées, des choses qu'il ne faudra pas oublier pour la suite, quoi. Parce que pendant ces 3 jours, effectivement, il y a des tonnes de choses qui sont échangées, qui sont dites. Et finalement, l'idée de principe, c'est peut-être une idée à garder en tête, quoi. C'est-à-dire quand, par exemple, en 2020, il y a l'image directrice qui va sortir. Quand plus tard, on va arriver en 2024, on va commencer les aménagements plus lourds. Il faudra peut-être se rappeler de ces éléments, de dire est-ce qu'on a pensé à ça, quoi. C'est un peu l'idée de ces principes. Je m'appelle Romain Legros, je suis architecte paysagiste de formation et artiste. J'ai travaillé sur ce projet avec Mathieu Monard, qui est où? Il est là. Ah, il est là. C'est les derniers qui restaient scotchés à la soupe. Mathieu Monard, qui est designer industriel. On a été appelé par Herbs pour travailler sur cette thématique de ce tunnel souterrain, passage, on ne sait pas trop comment le qualifier, qui est un point un peu névralgique qui relie la place de la Riponne d'abord à la rue des Deux Marchés et à son îlot, et ensuite un peu plus loin sur le tunnel. En faisant quelques recherches rapides au début, parce qu'on avait envie de proposer une installation qui entre en interaction avec les gens qui s'inscrivent pour participer à la démarche, mais aussi avec les habitants ou tous les gens qui étaient susceptibles de passer pendant le week-end. Donc l'idée, ça a été d'être un peu provoque et en fait de décider de fermer le tunnel pour faire réagir les gens qui l'empruntaient. L'idée de cette fermeture, c'était aussi de quand même finalement avoir un passage entre plusieurs plans. C'est pour ça qu'on a utilisé ce système de dazzle camouflage, un peu qui s'inspire des camouflages des bateaux de la Première Guerre mondiale, qui étaient censés en fait nous faire perdre nos repères. Et donc l'idée, comme vous avez pu expérimenter jusqu'ici, c'était d'avancer un peu à tâtons dans ce tunnel, avoir un nouvel usage, un nouveau parcours et d'arriver au cœur, ici, dans une espèce de nasse, en fait, presque un piège à poissons, où en fait les gens sont obligés de passer. Nous, on était là avec une table et on interagissait avec les gens, les questionnant en général sur le devenir de ce passage, sur qu'est-ce qu'il représente pour eux, qu'est-ce qui pourrait être dans le projet. Ça, on va vous l'expliquer très rapidement après. Bon, moi j'ai passé un petit moment de la soirée là-bas et on a réussi à développer des sujets de tout et n'importe quoi, mais on arrivait à développer un sujet commun à 10 et on trouvait ça intéressant parce qu'il y avait une certaine acoustique et une certaine intimité en fait dans cet espace. Et voilà, c'était des tests. En fait, ce week-end pour nous c'était un peu une dégustation aussi, comme la soupe, où on a essayé de travailler d'une manière qu'on a moins l'habitude et de développer ou d'évoquer en fait des potentiels dans l'espace public. Une autre manière d'habiter l'espace public en quelque sorte. Est-ce que tu voulais aussi rajouter un peu Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis le directeur de la Fondation Mère Sophia qui gère la soupe populaire. Quand on nous a proposé de revenir à la Riponne, on a été extrêmement heureux. Faut savoir que la soupe populaire s'est construite en grande partie ici à la Riponne, à Saint-Laurent d'abord, puis à la Riponne. Et puis aujourd'hui on est aux Avelines. Et il faut savoir que chaque soir, on sert environ 240 repas aux personnes qui sont les plus démunies de Lausanne. Voilà, je voulais juste souligner ça. C'est des personnes qui sont souvent par ici, au centre-ville, qui existent parmi nous. Et je pense que c'est important de les visibiliser et du coup, pouvoir faire cette manifestation avec les urbanistes, avec les architectes, avec tout ça, c'était un
un joli projet qui nous a beaucoup tenu à cœur et on est très heureux d'être là. Voilà. Merci beaucoup.